Bonsoir à vous toutes et tous. Merci d'être là, merci de continuer à suivre l'Unipop malgré le beau temps et de continuer à vous laisser embarquer dans les découvertes qu'on vous propose, parce que ce sera le cas ce soir. On va parler d'un cinéaste très peu ou mal connu, mais je vais laisser en parler évidemment notre conférencier du jour, quelqu'un qu'on est très heureux de retrouver ici avec toute l'équipe, et je pense que c'est votre cas parce que beaucoup d'entre vous le connaissent sans doute. Voilà, il a fait partie de cette équipe du cinéma Jean Eustache, du Festival du film d'histoire. Il a travaillé plusieurs années au développement des publics. Il a aussi été très impliqué sur les Unipop. Et voilà, aujourd'hui, il travaille au cinéma Le Méliès à Montreuil, figure de proue des salles de cinéma Art et Essai. Vous savez aussi sans doute que c'est là qu'officie aussi Stéphane Goudet, que vous connaissez aussi. Voilà, mais il ne limite pas ses activités cinéphiliques et professionnelles à cette activité déjà très intense du Méliès. Voilà, il écrit des textes dans la revue de cinéma SoFilm. Il fait toujours partie du comité de programmation du FIFIB, le Festival du film indépendant de Bordeaux. Voilà, et on est très heureux de le retrouver dans cette salle Fellini pour cette conférence, parce que malgré son travail, son rythme, il nous est toujours fidèle, il répond toujours à notre appel. Donc merci Victor, mesdames et messieurs, monsieur Victor Courgeon. Alors, juste un dernier mot, donc un Victor qui va parler d'un autre Victor, c'est un heureux hasard, et avant de lui laisser la parole, je voulais juste rajouter qu'on est d'autant plus heureux qu'il soit là qu'il a failli ne pas arriver. Ça a été très compliqué, il a connu beaucoup de péripéties aujourd'hui pour arriver jusqu'à nous. Voilà, donc je vais faire la petite blague, Victor, on en a plaisanté, tu disais qu'on aurait dû intituler cette soirée non pas Victor hérissé, mais Victor arrivé. Voilà, donc il est là, on est très heureux, merci encore, je te laisse la parole, bonne Unipop. Merci Audrey. Et merci à vous, c'est très émouvant. Alors, il n'y avait pas de caméra quand j'ai quitté l'équipe du Jean Eustache et du festival, donc je vais rester dans mes marques, sinon j'aurais vadrouillé le long de la scène. C'est vrai que c'était un peu long pour venir, mais qu'est-ce que ça valait le coup parce que quand on présente le travail d'un cinéaste comme Victor Hérissé et qu'on le fait dans la salle où on a tout appris, ça a beaucoup de sens et vous allez le comprendre au fur et à mesure. Je sais qu'il y a déjà eu des Unipop sur la salle de cinéma au cinéma. Là, vraiment, c'est peut-être le cinéaste qui l'aura le plus et le mieux filmé, qui aura matérialisé l'interaction qui se joue entre vous et cet écran sur lequel vous allez voir défiler 7 extraits qui sont assez courts et qui ne rendent pas totalement hommage au talent de mise en scène des films d'Hérissé, qui sont des films parfois très longs. Donc voilà, je vous prie de m'en excuser. Par ailleurs, je m'excuse aussi, j'ai essayé d'aller dans les recoins de sa filmographie parce que beaucoup ne le considèrent que comme le réalisateur de 4 longs métrages. Et en fait, il a une activité extrêmement foisonnante tout au long de sa vie. Et donc il a jusqu'à aujourd'hui réalisé également des courts et des moyens métrages dont j'ai essayé de vous montrer des petits bouts, et certains ne sont pas sous-titrés, donc je traduirai après. J'ai tout traduit pour pouvoir vous retranscrire ce qui se dit. Donc ça, c'est un extrait, et il y a un extrait qui est en espagnol et sous-titré en italien. C'est vraiment, j'ai fouillé partout, j'ai rien trouvé d'autre, donc pareil, je vous raconterai exactement ce qui se joue à ce moment-là. Ne m'en voulez pas. Pour le reste, a priori, c'est bon. Il y en a où il n'y a pas de parole et d'autres où c'est sous-titré en français. J'aimerais démarrer par une citation qui me paraît éclairante en rapport avec son travail. Une citation de Georges Bernanos, extrait des Cimetières sous la lune. Et voilà, il y a aussi un contexte de ce récit qui évoque la guerre d'Espagne et du cinéma d'Hérissé. Cette citation, je vous la lis. « Qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste jusqu'au bout fidèle à l'enfant que je fus et qui est à présent pour moi comme un aïeul. » Et vous allez voir que ce rapport à l'enfance est absolument crucial quand on parle de Victor Hérissé. Et par ailleurs, je signale, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Les Nouvelles du Front Cinématographique, qui a écrit un texte magnifique sur son travail et sur le film que vous venez de voir. Qui a vu Fermer les yeux, que je me situe juste avant? D'accord, donc on peut en dire quand même quelque chose. Pour être parfaitement honnête avec vous, je croyais que c'était le film de ce soir. Donc je n'ai pas prévu d'extrait de Fermer les yeux, mais on va quand même beaucoup en parler. Et il y aura un extrait de L'Esprit de la Ruche qui passe ensuite.
mais qui ne vous dévoilera que peu de choses pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. On va tenter dans cette heure et demie de répondre à quelques questions. La question que tout le monde se pose par rapport au cinéma de Victor Hérissé, c'est pourquoi a-t-il si peu tourné ? Pourquoi que 4 longs métrages ? On va y répondre, mais on ne va pas du tout répondre qu'à cette question-là. On va aussi s'interroger sur pourquoi l'enfance occupe une place aussi importante dans sa filmographie, d'où vient le choc cinématographique, le rapport à la salle de cinéma qui est une matrice, une clé de lecture pour beaucoup de ces films. Je sais qu'il y a aussi énormément de gens férus d'histoire, donc on va interroger son rapport à l'histoire, plus ou moins frontal, plus ou moins détourné. Et voilà, on ne pourra pas échapper à l'analyse des présences fantomatiques dans les films d'Hérissé et de la question de la mort qui est intrinsèquement liée à celle de la découverte du cinéma. Par ailleurs, je sais que c'est des films qui sont pas toujours faciles à trouver. Donc là, vous avez la chance de voir une copie restaurée de L'Esprit de la Ruche. J'ai regardé, à la médiathèque de Pessac, il y a L'Esprit de la Ruche, mais à la bibliothèque de Bordeaux, vous pourrez également trouver le DVD du Songe de la Lumière dont on va parler. Voilà. Bon, je commence par le début. Victor Hérissé, il est né en 1940, au début de l'été 1940, au Pays Basque espagnol, dans un pays ravagé par des années de guerre civile, un pays qui se referme complètement sur lui-même et où il n'est pas toujours évident de voir des films, mais où pourtant le cinéma a eu pour lui une importance capitale. Et je le cite, « Le cinéma nous adopta, orphelins réels ou symboliques, nous offrant une consolation extraordinaire, le sentiment d'appartenir au monde. » Et on va revenir sur son apprentissage, sur sa découverte de grands films, parce que, à mon avis, c'est essentiel pour comprendre ceux qu'il a réalisés. Et quand je vous parlais de rapport à l'enfance, il ne faut pas voir une forme de nostalgie sur cette époque-là de sa vie, mais simplement, il admire la perception enfantine des choses. La question du rapport entre la réalité et la fiction est au cœur de pas mal de ses films, et notamment d'un extrait qu'on ne va pas tarder à voir. Donc je vous l'ai dit, il est né en 40. Il a, comme beaucoup de cinéastes de cette génération, en Espagne mais aussi en France, eu une activité de critique. Il a écrit pour la revue Nuestro Cine. Il appartient à une génération, on l'associe souvent à une personne comme Carlos Saura, que vous connaissez peut-être mieux que lui. Et ils ont d'ailleurs eu le même producteur, l'équivalent du Georges Beauregard espagnol. Georges Beauregard, qui a fait émerger beaucoup de cinéastes de la nouvelle vague française, s'appelle Elias Querejeta. Et ils feront 2 films essentiels de la filmographie d'Hérissé. Et donc, avant de revenir sur son apprentissage, de toute façon, on est obligé pour beaucoup de gens, Hérissé, c'est l'esprit de la ruche, surtout. Et parce que c'est considéré, pour plein de raisons, comme étant le plus grand film de l'histoire du cinéma espagnol, pour des histoires de classement, de recommandations. Et il y a une personne qui en parle extrêmement bien, et donc je vais vous dire ce qu'elle en dit. C'est le réalisateur Monty Hellman, réalisateur américain, qui est tombé en pâmoison devant ce film. Alors, c'est un chef opérateur qui lui conseille. Nestor Almendros m'a dit de regarder L'Esprit de la Ruche de Victor Hérissé, parce qu'il savait que j'avais besoin d'un directeur de la photo espagnol et parce qu'il pensait que le travail de Luis Cuadrado, le chef-op de L'Esprit de la Ruche, était le meilleur qu'il eût jamais vu. Il savait que Cuadrado avait fait la photo pour le film alors qu'il était presque aveugle, en se faisant décrire les scènes par un assistant et en indiquant à celui-ci comment il devait placer les lumières. Il ne savait pas qu'il était mort depuis d'une tumeur du cerveau. Maintenant, j'ai vu le film plus d'une douzaine de fois, plus souvent que n'importe quel autre de mes films préférés. Je ne m'en lasse jamais. Chaque visionnement m'enrichit davantage. Le film dévoile ses secrets lentement. C'est une œuvre secrète et mystérieuse qui traite des mystères les plus grands, à savoir la création et la mort. Elle traite également des rapports familiaux entre mari et femme, père et fille, sœur et sœur, et de la tentative de chaque personnage de communiquer, ainsi que de l'isolement des personnages, de leur solitude ultime. Enfin, il s'agit dans ce film du cinéma lui-même et du pouvoir du cinéma d'envahir nos rêves, d'éveiller notre expérience vécue et nos peurs. Et je vous propose qu'on en regarde un premier extrait. L'Esprit de la Ruche, c'est une scène qui se passe dans un cinéma. Bon, voilà, je vous ai révélé un petit truc. Voilà, les bruits qu'elles entendent,
c'est le père au-dessus. Je vous dirai pourquoi. Alors, parmi celles et ceux qui viennent de voir Fermer les yeux, je pense que vous avez noté la référence directe du film de 2023 au film de 1973, quand elle lui dit « ferme les yeux », et puis surtout cette réplique incantatoire « soy Anna, soy Anna », qui est prononcée par la même actrice. Et on reviendra là-dessus. Donc vous découvrez Anna Torrent. Avant de parler de ce visage qui est devenu iconique, un vrai visage de cinéma, vous dire que du coup ce film-là, il l'a réalisé en 73. C'est le premier film espagnol qui a reçu le Grand Prix au Festival de San Sébastien. Et c'est un film dans lequel il y a beaucoup de choses qui appartiennent à l'histoire personnelle d'Érissé et à l'histoire aussi de son... Enfin, tout ce qui est dans le film est lié à son histoire ou à celle de son co-scénariste. On ne va pas faire le procédé en détail, mais voilà, c'est un film extrêmement personnel qu'il a mis du temps à concevoir, où tout est extrêmement pensé et qui repose sur les épaules, ou en tout cas sur le regard de cette jeune héroïne, Anna Torrent, qui s'appelle aussi Anna dans le film. Alors, il trouve cette actrice, il décide d'aller seul chercher une actrice pour son film et se rend devant une école. Et au tout début de ses recherches, il aperçoit dans la cour de l'école cette petite fille qui joue et qui parle toute seule. Et il se dit, je l'ai en fait, j'ai mon actrice, elle est là, c'est elle. Son producteur lui dit, non mais n'importe quoi. Et pour le convaincre, Victor Hérissé lui rapporte l'échange qu'ils ont eu. Il va voir la jeune Anna Torrent et lui dit, est-ce que tu connais Frankenstein ? Et elle répond, oui, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et c'est là vraiment l'enjeu principal de l'esprit de la ruche, c'est la tension qui existe particulièrement dans l'esprit d'un enfant entre ce qui relève de la fiction et ce qui relève du réel, du vrai, enfin du faux pour la fiction et du vrai pour le réel. Et on voit bien que la dichotomie qui s'opère entre Anna, que vous voyez, et sa sœur, Isabelle, c'est un passage que Hérissé qualifie comme le passage à l'âge de raison, l'âge où on est capable de dire ce que je vois à l'écran, c'est du faux. Et lui, il a une fascination pour ce moment, et on va voir pourquoi, où on a du mal à distinguer. Le film repose énormément là-dessus. Et par ailleurs, Anna Torrent, c'est une petite fille qui a voulu jouer très rapidement. Il se trouve qu'elle venait tout juste d'avoir un petit frère et elle commençait pour la première fois de sa vie à éprouver la solitude et elle a apprécié se retrouver à nouveau au centre de l'attention. Et il se trouve qu'on peut se poser la question de savoir si à cet âge-là, elle a réussi à démêler pendant le tournage ce qui relevait de l'histoire du film, de sa vie à elle, notamment parce que, déjà, elle refuse d'avoir un autre prénom que le sien. Elle dit, mais moi je m'appelle Anna, en fait, donc mon personnage il s'appelle Anna parce que c'est mon nom. Et pour vous donner un exemple, elle rencontre... Qui a déjà vu L'Esprit de la Ruche ? Parce que je me rends compte que... D'accord, donc je ne peux pas trop vous en dire. Vous avez compris qu'il est question de Frankenstein dans le film. On le dit là, je ne vous ai pas montré la scène dans son intégralité. Mais bon, il se trouve que quand elle rencontre un acteur supposé jouer Frankenstein, elle a peur d'abord, puis elle s'habitue à sa présence, mais à table, elle lui demande quand même, mais du coup, pourquoi est-ce que tu as tué Marie ? La petite fille que vous voyez dans les bras du... Donc elle a vraiment beaucoup de mal à faire le distinguo. Et il faut dire qu'Hérissé joue un petit peu là-dessus, puisqu'il a demandé à tous les techniciens, à toute son équipe, de chuchoter pendant le tournage et d'avoir cette atmosphère un petit peu secrète qui permettra l'apparition des esprits et permettra surtout aux enfants de rester dans une forme de crédulité à laquelle il est extrêmement attaché. Alors, ça c'est l'histoire d'Anna Torrent parce que c'est essentiel pour comprendre ce film. On en a parlé avec les membres de l'Université du Temps Libre juste avant. On pourrait consacrer 1h30 à faire une analyse tellement c'est un film de référence qui sert
de matrice au cinéma de Victor Hérissé. Moi, je vais vous dire quelques éléments qui me paraissent importants, c'est-à-dire déjà un film qui sort en 1973, qui se passe dans l'Espagne de 1940, des années 1940, c'est un film qui doit se soumettre à la censure, et il se trouve que les censeurs ont peu de choses à redire à propos du film, qui de toute façon aborde explicitement la découverte du cinéma par une enfant, mais n'est pas une véritable critique, même si vous verrez en voyant le film, vous découvrirez qu'il y a des éléments qui peuvent laisser entendre que ce sont des figures appartenant plutôt au camp des Républicains ou plutôt à celui des franquistes. Et je vous demande d'ailleurs de faire attention à une chose. Il y a un plan, je ne vous dévoile rien, pour celles et ceux qui restent au film après, il y a un plan d'un mur avec une trouée dans le mur. Regardez bien la forme de cette trouée. Voilà. Je ne l'ai pas vu la première fois, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Par ailleurs, Hérissé, lui, raconte que son film n'a pas une critique frontale, ne porte pas de critique frontale du régime franquiste, en expliquant « L'esprit de la ruche montre comment un enfant regarde l'histoire, sans savoir vraiment qui était Franco, ni les motifs des conflits civils. La seule chose qui demeure pour un enfant, c'est qu'il ne faut pas parler de certaines choses. » Et donc, voilà, c'est tout le lien avec la figure du père que j'ai voulu vous montrer, parce que cette résonance d'un père dont on entend simplement les petits bruits et qui ont un caractère assez mystérieux, c'est un motif qu'on retrouve dans Le Sud, le deuxième long métrage d'Hérissé. Et après, dans cet extrait aussi, je voulais faire apparaître quelques motifs visuels. On n'aura pas forcément le temps de tous les explorer, mais qui sont caractéristiques de son cinéma. Le fondu enchaîné. Vous avez vu la maison passer du jour à la nuit, et ça, c'est toute la question du temps qui l'obsède. Et puis la question du plan général, pour faire apparaître des personnages enfants dans un décor et raconter aussi à quel point tout peut sembler immense autour d'eux. Le plan général qu'il ne faut pas confondre avec le plan d'ensemble, qui serait qui est une échelle de plan qui existe peu, parce qu'il s'agit de ne jamais montrer la famille dans son unité. Bon, je vous dis des choses qui peuvent vous paraître un petit peu mystérieuses, mais qui vont prendre tout leur sens si vous restez voir L'Esprit de la rue juste après. Et j'ai décidé de faire une petite entorse à la présentation chronologique qu'on fait dans beaucoup d'Unipop, parce qu'il faut quand même que moi je vous révèle comment Hérissé se projette dans la petite Anna, ou inversement. Et donc je vous propose de regarder, et c'est l'un des extraits sans sous-titres, je vous promets, je vous traduis après. En même temps, ça va être trop compliqué. Si vous parlez espagnol ou italien, vous allez tout saisir. Le film s'appelle La Morte Rouge. C'est un film qu'il fait en 2006, donc très longtemps après, et où Hérissé se livre complètement et raconte aussi de manière beaucoup plus frontale à quel point le contexte historique l'a marqué, lui étant enfant. Nathalie, on peut lancer le deuxième extrait, La Morte Rouge. Alors, sans plus attendre, je vous lis le commentaire. Donc, c'est la première fois que dans cette intervention, vous voyez un portrait de Victor Hérissé. Je pense que c'est bien que vous le voyez enfant, parce que voilà, c'est tellement... Enfin, il a beaucoup de choses d'un enfant, ce monsieur de 83 ans, 84 ans même cette année. Donc, le commentaire dit « Dans la griffe sanglante, la gara escarlata », le film dont vous avez vu l'affiche, le rouge était aboli, ces images laissaient seulement voir les couleurs de la lutte, le noir et blanc du cinéma des origines. Bien que le film fasse partie d'une série de films inspirés du personnage de Sherlock Holmes, pour le public, La Griffe sanglante était surtout un film d'épouvante. Mais dans ce cas précis, la peur se répandait au-delà de l'écran, prolongeant son écho dans une atmosphère sociale dévastée. D'un côté, par la violence sanglante portée par la guerre civile, de l'autre, par les effets d'un conflit mondial tout juste terminé. Alors que la population est émotionnellement terrorisée et trouve refuge dans l'imaginaire du cinéma, il n'y avait pas de continent sur la planète qui ne comptait pas ses morts et disparus dans les batailles, les villes bombardées ou dans les camps d'extermination. Cette douleur universelle pesait-elle d'une façon ou d'une autre sur le cœur d'un petit garçon qui, en compagnie de sa sœur, âgée de 7 années de plus que lui, a traversé la pénombre du cinéma pour voir le premier film de sa vie ? C'est difficile de le savoir. Donc ça, il faut attendre énormément de temps dans la carrière de Victor Hérissé pour qu'il se livre à tel point et qu'il raconte à la première personne, ou presque, puisqu'il dit le petit garçon, mais il s'agit clairement de lui, qu'il mette en scène aussi le contexte dans lequel il a
passé son enfance espagnole et qui découvre ce film-là. Donc il faut le raconter, parce que c'est ce que raconte le film par la suite. Il dit, j'ai 5-6 ans, je vais voir, le premier film que je vais voir au cinéma est un film pour moi d'absolue horreur. Et il dit, tout aurait pu s'arrêter là. Heureusement, le deuxième film que je suis allé voir au cinéma était un western. Et donc il a accepté de continuer d'y retourner. Et si c'est l'horreur pour lui, c'est parce qu'évidemment, c'est un choc de découvrir l'image mouvante, etc. Mais surtout, il va voir un film dans lequel il y a des meurtres et il découvre deux choses à la fois. Il découvre que des gens meurent et le concept de la mort lors de sa première sortie au cinéma. Et deuxièmement, il découvre qu'on peut donner la mort. Il le découvre dans un contexte où, juste avant le film, il y a des actualités cinématographiques et lui n'arrive pas à faire la part des choses entre ces actualités cinématographiques qu'on prend pour vraies et le film qui suit, voilà, sans la présentation que vous verrez au début de la projection de L'Esprit de la Ruche. Mais dans L'Esprit de la Ruche, il y a un troisième facteur qui rend la projection encore plus traumatisante pour la jeune Anna, et vous avez vu dans l'extrait que c'est une petite fille qui meurt. Donc c'est l'apprentissage de la mort, qu'on peut donner la mort, et qu'en plus on peut mourir à l'âge qu'elle a lorsqu'elle voit son premier film. Donc ça, c'est l'expérience fondatrice de tout le cinéma de Victor Risset. Tout est là, dans ce moment. Et c'est drôle, tout à l'heure, quand on discutait à l'Oreille, un monsieur m'a dit « On n'oublie jamais le premier film qu'on a vu au cinéma. D'autant plus quand c'est le premier film qu'on voit de toute sa vie. » Ce qui est le cas pour les gens de la génération de Victor Risset. Donc ça, c'est fondamental. Et en plus, le film qu'il voit, c'est un film qui n'est pas du tout resté, qui n'a pas marqué l'histoire du cinéma, la griffe sanglante. Et c'est un film qui se situe dans un village qui s'appelle La Morte Rouge, comme il le prononce, qui est un village fictif québécois. Et donc là, il y a l'idée de lieu qui n'apparaît pas sur les cartes et une fascination de Risset pour ça, les lieux qui n'apparaissent pas sur les cartes. Il dit souvent que l'Espagne sous Franco n'apparaît pas sur les cartes parce que le pays était coupé du monde. Et de la carte, je vais faire un petit saut vers la carte postale, puisque c'est un motif du cinéma de Risset. Il se trouve que, vous verrez sûrement pas la griffe sanglante, mais le tueur, et c'est dit dans La Morte Rouge, le tueur est un postier. Et pour Risset qui voit le film pour la première fois et qui découvre la mort, le cinéma, tout en même temps, d'un seul coup, il commence à avoir une peur panique du courrier. Parce qu'il associe le courrier à un geste de mort, à un tueur en série. Et il le raconte dans ce film-là, mais ce qui est drôle, c'est de voir à quel point les relations épistolaires vont être cruciales dans les films qu'il va faire par la suite. Et on aura l'occasion d'en voir une matérialisation cinématographique au cours de cette intervention. Donc là, on est dans l'enfance. Je vous l'ai dit, ça ne l'a pas empêché de poursuivre. Ensuite, c'est comment on découvre des films dans l'Espagne des années 50. On les voit clandestinement. Lui, il explique, par exemple, avoir vu Rome, ville ouverte en 1957 parce qu'il avait réussi à nouer une relation d'amitié avec un employé des douanes de l'aéroport. Et au moment où la copie est arrivée sur le territoire espagnol, il se la faisait prêter pour quelques heures pour faire une projection clandestine. Mais lui découvre en 57 un film qui est tourné en 45 et qui pourtant fait drôlement écho à la situation autour de lui. Et moi, ce que je trouve d'autant encore plus beau, c'est qu'il passe de San Sébastien, qui est la ville où il a fait sa cinéphilie, à Biarritz pour aller voir des films en 1959, et il découvre 2 films français sortis cette année-là, la même journée, c'est une journée chargée. Il découvre Hiroshima, mon amour, et À bout de souffle, pardon, j'ai failli me tromper. Et il revient ensuite, à la rentrée suivante, il rentre dans l'école de cinéma à Madrid. Personne n'a vu ces films. Et lui, évidemment, ça a une importance capitale de les voir, et de les voir dans un pays où on ne peut pas les voir. Et du coup, je pense que c'est aussi une des raisons peut-être qui le pousse à écrire sur le cinéma, puisque je vous ai dit que voilà, c'est un réalisateur, un scénariste, mais c'est aussi un critique, comme je l'ai pu l'énoncer. Il a fait un livre sur Nicolas Ray, notamment, et il a écrit un petit peu toute sa vie en espagnol et aussi en français, notamment dans la revue Trafic.
Et dans une revue Trafic, il raconte son expérience d'écriture autour du cinéma. Il dit « C'est ainsi, à travers l'écriture, qu'un jour j'ai commencé à penser le cinéma, en découvrant une façon de prolonger sa vision, de le réaliser aussi. C'était un été de 1959, décidément quelle année. Après avoir vu les 400 coups, je suis sorti du cinéma ému et j'ai senti cette nuit-là le besoin de mettre par écrit les idées et les sentiments qu'avaient éveillé en moi les images de François Truffaut. C'est la première fois qu'une chose semblable m'arrivait. Depuis, les années ont passé et quoique je sois parvenu à tourner quelques films, je continue encore à écrire de temps en temps. Ou ce qui revient au même, à travers un film, je poursuis par écrit le dialogue avec cet interlocuteur secret que nous portons tous en nous. » Et là, je pense que vous voyez très bien à qui il veut faire référence. Et donc, je mets en lien une deuxième citation qu'il ne prononce pas du tout au même moment. Mais il dit « Dans les histoires primordiales que nous gardons en mémoire, il y a souvent la silhouette de l'enfant et de l'adolescent que nous avons été. » Et c'est pour ça qu'il me paraissait crucial de vous raconter comment Hérissé avait découvert le cinéma de cette manière clandestine et traumatique. Et vous dire aussi qu'en préparant cette conférence, j'ai fait une découverte fondamentale qui va vous intéresser au plus haut point. La salle que vous voyez dans la Morte Rouge, qui est le bâtiment qu'on voit se dresser à la fin, qui est un ancien casino, etc., qui n'existe plus, s'appelle le Kursaal. Il y a un autre cinéaste marqué par ses expériences de spectateur dans sa plus tendre enfance, qui l'a filmé et l'a mis en scène dans un film. Alors, le film se passe à Narbonne, mais le cinéma dans lequel vous êtes porte son nom, c'est Eustache dans Mes Petites Amoureuses. Le jeune garçon va voir Pandora dans un cinéma qui s'appelle le Kursaal. Voilà. Et là, je pense qu'on tient une révélation cinéphilique, voilà, très très importante. Donc voilà, le cinéma dans lequel ils ont découvert les films, ces deux cinéastes, portait le même nom. Alors, on va reprendre un petit peu le cheminement à travers sa filmographie pour vous raconter les autres thématiques. Je ne vais pas vous parler du traumatisme cinématographique tout du long, même si on pourrait. Il y a aussi la figure du père, et c'est pour ça que j'ai laissé la canne du paternel résonner dans le premier extrait. On regarde un petit bout du film Le Sud, qui date de 1983, soit 10 années après L'Esprit de la Ruche. Quand je vous avais dit qu'il y aurait des cartes postales, je ne vous ai pas menti. Alors, le Sud, donc là vous avez aperçu Estrella, qui est l'héroïne du Sud, qui vit, c'est un petit peu comme L'Esprit de la Ruche, dans une maison, pas très loin d'un village avec ses parents, et elle a un père relativement mystérieux. Vous verrez que le père de L'Esprit de la Ruche l'est aussi, à propos duquel elle sait peu finalement, même s'ils ont un lien assez fort autour d'objets. Voilà, je vous invite à voir le film si vous le pouvez, parce qu'il n'est pas évident de le trouver, même si je crois qu'il y a des DVD qui existent. Alors, avant de raconter un peu l'extrait et de vous dire à quel point il est symbolique, c'est le drame. Le Sud, c'est le drame pour Hérissé. Il a une réputation de cinéaste maudit, et il faut dire que voilà, les événements ne l'ont pas aidé. Donc, auréolé du succès de L'Esprit de la Ruche, il décide d'adapter un roman d'Adelaida García Morales, qui est sa compagne de l'époque, c'est un livre assez court, dont il va tirer un scénario fleuve de 400 pages, un scénario que malheureusement il ne pourra pas adapter jusqu'au bout. Le film va être tourné, on va dire, à moitié aux 2/3, et son producteur, le même producteur que le premier film collectif auquel il avait participé, Los Desafíos, que L'Esprit de la Ruche, Elias Querejeta, dont je vous parlais au début de cette Unipop, va décider à un moment donné, faute d'argent, de dire le film est terminé et d'envoyer des images au Festival de Cannes. Et Gilles Jacob dira il y a un film là, montez-le, c'est super. Et Hérissé est contraint de présenter un film complètement amputé de sa deuxième moitié, avec un très bon accueil par ailleurs au Festival de Cannes, un accueil critique dans le monde entier tellement bon que les gens vont considérer qu'il y a là une œuvre en tant que telle et que ça va l'empêcher de tourner la suite, même si des cinéphiles espèrent
ont espéré que la suite soit un jour tournée. Elle ne l'a pas été. Et Hérissé, c'est un traumatisme pour lui, parce que pour lui, le film n'est pas terminé. Il a montré la moitié d'un travail. Et si je vous montre cet extrait-là, c'est aussi parce que c'est un extrait où il se raconte des choses, mais parce que pour moi, on peut y voir dans l'ouverture de cette boîte, qui d'ailleurs, si vous venez de voir Fermez les yeux, n'est pas sans rappeler les boîtes ouvertes dans Fermez les yeux. Cette boîte, c'est un peu comme les repérages du Sud. Vous avez des vues du Sud telles que Hérissé aurait pu vouloir le filmer à l'époque. Je vous disais, vous montrer cet extrait pour évoquer la figure du père. Dans les films d'Hérissé, il y a un repli chez les pères, un repli vers beaucoup de choses, vers le passé, qui est souvent assez mystérieux. Parfois, on l'imagine être en lien avec la guerre. Un repli vers le Sud ici, un repli vers le cinéma, puisque c'est aussi un film dans lequel beaucoup de choses se jouent dans une salle de cinéma. Il y a dans le Sud un film dans le film tourné par Hérissé avec l'actrice française Aurore Clément. Voilà, encore un lien à faire avec Fermer les yeux. C'est un film qui est fait dans les années 80 et qui se passe dans les années 50, donc on peut presque y voir un prolongement de L'Esprit de la Ruche, fait dans les années 70, se passant dans les années 40. Et pour Hérissé, les pères sont dans une forme d'exil intérieur. Je trouve que c'est une très belle expression. C'est des gens qui restent reclus, souvent dans des greniers, dans ces deux premiers films. Et il dit... Parfois, je pense que pour ceux qui, dans leur enfance, ont profondément vécu ce vide dont, sous tellement d'aspects basiques, héritent les enfants nés juste après une guerre civile comme la nôtre, les adultes étaient souvent ceux-là, un vide, une absence. Et c'est pour ça que, voilà, il y a beaucoup de figures paternelles qui manquent un peu de substance, de chair. Est-ce que de là à les associer à des fantômes ou à des esprits, c'est possible. Et il y a une culture du secret chez Hérissé. Hérissé lui-même et une culture du secret dans ses films qui passe par beaucoup de trésors cachés. Ici, donc, quand je vous parlais d'objets, il y a un pendule qui joue ce rôle-là. Et les nombreuses boîtes ouvertes dans Fermer les yeux, il y a les boîtes du réalisateur Miguel et les boîtes aussi de Gardel qui cachent des petits souvenirs à l'intérieur. Donc je vous dis, Hérissé, animal blessé par cet épisode, il va falloir attendre à nouveau 10 ans avant d'avoir de ces nouvelles avec un long métrage documentaire cette fois-ci. Et on voit qu'il a choisi une voie qui est, je ne sais pas si c'est celle de la liberté, on en reparlera, mais en tout cas, il est allé sans Elias Querejeta tourner un film chez un de ses amis, sans beaucoup de préméditation, sans beaucoup de préparation. C'est un de ses films les plus beaux, qui s'appelle Le songe de la lumière, qui est un film qui fait 2h30, un peu plus de 2h30, sur un peintre qui décide de peindre un cognacier, donc un arbre fruitier qui fait des coins. Voilà, c'est 2h30 là-dessus. Ça peut sembler un peu aride. Je l'entends. C'est une splendeur, croyez-moi. Et ce film-là, il est disponible à la bibliothèque de Bordeaux. Donc vous pouvez le regarder tranquillement chez vous. C'est un des plus grands films sur la peinture. Et c'était très compliqué de prendre un petit bout parce que c'est un film qui joue beaucoup qui questionne le temps. Je vous en reparle. Après, vous montrer ce court extrait avec le peintre en question, Antonio Garcia, et deux touristes collectionneurs. En tout cas, ça m'a permis de vous montrer une scène de dialogue où il raconte des choses qu'on voit à d'autres moments du film. Nathalie, on peut lancer l'extrait du songe de la lumière. Hay que renunciar a algo. Ça, c'est une phrase qui parle à Victor Hérissé. Et dans ce film-là, évidemment, il se joue des choses dans le rapport entre le cinéma et la peinture, mais c'est un portrait de ce peintre au travail, mais c'est aussi considéré comme étant un autoportrait d'Hérissé, lui-même ayant été contraint de réaliser, d'abandonner des projets, de ne pas mener
à leur terme des choses qui pourtant comptaient énormément pour lui. Là, ce qui se passe, c'est que du coup, Antonio Garcia est obligé de s'adapter effectivement à l'évolution de la météo, notamment beaucoup dans le film. C'est un projet qu'il réalise à l'automne et c'est une course contre le temps. Il le dit d'ailleurs, ne pas être capable de raconter la lumière à travers la peinture, en tout cas, ne pas pouvoir raconter ses évolutions. Et c'est très significatif parce que, pour le coup, l'aspect temporel, c'est exactement ce que peut figer, inscrire sur la... Alors, c'est pas de la pellicule, c'est plus de la pellicule, puisque Hérissé s'est emparé très vite des caméras vidéo. Mais c'est ça qu'arrive à retranscrire Hérissé, le temps qui passe. Et il arrive à le retranscrire même un peu trop bien, je vais vous raconter pourquoi. C'est un dialogue entre la lumière qui serait de la peinture et le temps qui serait de l'ordre du cinéma. Avec aussi une grande nostalgie, enfin je ne sais pas si une nostalgie, une tristesse en tout cas, un constat de la part d'Hérissé qui dit, après une discussion qu'il a eue avec, je vous dis Antonio Garcia, c'est Antonio López Garcia, il dit « Le cinéma est un enfant, encore, qui vieillit très vite, car il a été inventé par des hommes déjà vieux. Le cinéma est l'art du crépuscule de la civilisation, la peinture, celui de l'aurore. » Et je trouve ça très beau, cette idée que le cinéma a été inventé par des gens déjà vieux, la peinture, au contraire, est arrivée à un moment où l'homme, la civilisation humaine, était encore à ses débuts. Et par essence, voilà, il constate assez rapidement, entre 1940 et 2020, une forme d'obsolescence du cinéma, une obsolescence qui n'atteint pas la peinture. Et il y a une autre réplique à propos de ce film qui est très belle et qu'il faut avoir en tête, c'est... il y a une hypothèse à la fin du Songe de la lumière. Donc vous avez entendu, il abandonne un tableau. Et là, ce qu'on voit à l'image, c'est le dessin qu'il fait après ça. À la fin du Songe de la lumière, il y a des projecteurs qui éclairent des coins. Et c'est une séquence d'un rêve qu'on figure, d'un rêve du peintre. Et en fait, il y a l'idée que potentiellement, en éclairant la scène, Victor Hérissé a accéléré le mûrissement des fruits et a gâché l'œuvre du peintre. Et à propos de ça, Hérissé dit le cinéma pourrit le naturel. Il pourrit le naturel dans un film pourtant qu'il a pensé comme très naturel, avec en tête la phrase de Rossellini. On a besoin d'avoir foi dans la réalité. Donc il a tourné au jour le jour, il a tourné sans scénario, complètement différent de l'esprit de la ruche. Et il a commencé à poser les jalons de sa réflexion temporelle. Dans le plan l'extrait du Sud, vous avez vu à nouveau un fondu enchaîné, qui pour moi est vraiment l'élément de la grammaire du cinéma qui questionne le temps et le passage du temps. Il va ensuite le faire à travers le songe de la lumière et un travail de patience, de va-et-vient entre la peinture et le cinéma. Et le film dans lequel il travaille le plus cette notion, c'est un film de commande, parce que Hérissé va en faire plusieurs dans les années 90 et 2000, souvent à la demande d'institutions culturelles, de musées. Et donc là, je vais vous montrer un extrait d'un court-métrage que vous pouvez voir en intégralité sur YouTube. Et il n'est pas sous-titré, mais il n'y a pas de parole, donc ça ne posera aucun problème. Par ailleurs, c'est un film qui fait partie d'un autre film collectif qui s'appelle 10 Minutes Older, qui est un film qui a été initié, accompagné par Wim Wenders. Et le titre de ce film collectif est repris d'un film de Ernst Frank de 1978. Et je vous le cite parce que le film en question, c'est 10 minutes passées sur le visage d'enfants dans une salle de cinéma qui passe par toutes les émotions. Donc, Hérissé n'est pas du tout un des initiateurs du projet, mais il y a quand même toujours des liens qui se font avec son travail. Et là, il y a un retour aux sources à bien des égards, et il y a la notion du temps, puisqu'on lui demande, à travers un court-métrage de 10 minutes, de s'interroger sur le temps. Le film s'appelle... J'avais un problème de voyelle. Alumbramiento. C'est mieux d'être hispanophone quand on travaille ici. Alumbramiento qui veut dire enfantement, donner naissance. Et donc, on peut regarder l'extrait, on en parle après.
Alors c'est un film d'une grande tension, puisque toute la question qu'on se pose pendant les 10 minutes qu'il dure, c'est à quel moment quelqu'un va se rendre compte que cet enfant se vide de son sang. Ce qui est assez tragique, on se rendra compte à la fin qu'effectivement son nombril, il vient de naître, elle n'est pas du tout cicatrisée, et se remet à saigner. Et dans ce plan, donc d'un film, pour répondre à la commande, Hérissé fait appel à une énorme puissance formelle. Tous les plans que vous voyez sont sursignifiants, et c'est aussi parce que peut-être il n'a que 10 minutes, 10, 11 minutes, alors que lui aimerait potentiellement faire des films plus longs. Et donc, je sais pas, je pense que vous avez senti à quel point la mort est omniprésente dans l'extrait qu'on vient de voir. Il y a des symboles de mort qui sont classiques. La faux, bon, la faux c'est le faucheur, la faucheuse, voilà. L'épouvantail aussi. Cette petite fille qu'on aperçoit, avant de la voir sur une balançoire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ses pieds qui pendent dans le vide, comme les pieds d'un ou une pendue. Ce jeune homme, on a l'impression qu'il est en train d'étrangler son doigt de pied. Son orteil, qui par ailleurs, c'est une vision qui peut rappeler des images atroces, des conflits qui viennent de se terminer. On est, et je trouve que ça a du sens, le journal, alors je suis désolé, la qualité ne permet pas de le voir, le journal est daté du 28 juin 1940 et raconte qu'on a aperçu des croix gammées dans le nord-ouest de l'Espagne. Je vous rappelle qu'Hérissé est né le 30 juin 40. C'est vraiment concomitant de sa propre naissance, le film qu'il réalise à ce moment-là. Et en l'espace de 10 minutes, il dit beaucoup sur l'intervalle qui peut séparer une naissance d'une mort. Alors je vous rassure, grâce à un chat noir qui se penche sur son berceau et qui fait pleurer l'enfant, il sera sauvé. Ça vaut le coup de le voir quand même, hein. Le film a beaucoup d'intérêt autrement. Par ailleurs, la matérialisation du temps, elle est multiple et on pourrait passer beaucoup de temps à l'analyser, ne serait-ce que d'un point de vue sonore. Les jeux de raccord son entre cet enfant qui s'est dessiné une montre, on ne le voit pas très bien, c'est une montre dessinée, qui l'écoute et le tic-tac qu'il entend, c'est une lame qu'on affûte, qu'on aiguise, ou la goutte d'eau dans la bassine à la fin du film. Voilà, tout ça concourt à faire de ce film une œuvre très forte. Par ailleurs, c'est un retour à la ruralité pour Hérissé qui s'était déplacé. On va dire que on peut faire en espagnol une distinction entre le campo du pueblo, qui sont vraiment des ruralités très différentes, l'une étant plutôt des vastes étendues désertiques, celle de l'esprit de la ruche. Le pueblo, c'est peut-être plutôt celui du sud, et ensuite il y a la ciudad, la ville, qui elle est celle du Songe de la Lumière, qui est un film qui se passe en pleine ville, en plein cœur de Madrid, même si on a du mal un petit peu à s'y repérer. Il y a souvent des figures iconiques de cette ville qui sont montrées. Là, on revient à une ruralité, on est dans les Asturies, il tourne avec des acteurs non professionnels, et il commence à évoquer aussi la question du regret. Il dit « J'ai un sentiment de perte. Il y a des films que je n'ai pas réalisés. Chaque film que je réussis à faire contient des films que je n'ai pas faits. Par exemple, dans Alumbrimiento. » Donc là, il révèle aussi ce pour qu'on le connaît, c'est-à-dire la rareté qui n'est pas volontaire, et comment progressivement il arrive à incorporer à ses films des films qui ne se sont pas faits. Et c'est là que se dessine, pour moi, quand on parle de la filmographie d'Hérissé, il faut prendre en compte la filmographie visible et la filmographie invisible. Celle de tous les projets qui ne sont pas faits et de tous les films qui sont dans les films, puisqu'il y en a beaucoup à de multiples reprises. Dans le 10 Minute Soldier, c'est un projet auquel participe également un autre cinéaste, qui m'est très cher, qui s'appelle Abbas Kiarostami. Et je vous propose de voir... on va voir un extrait de la correspondance, puisque je vous parlais des commandes qui ont été faites à Victor Hérissé, et il se trouve qu'à l'occasion d'une exposition qui a voyagé entre Barcelone, Madrid et Paris au Centre Pompidou, initiée par notamment Alain Bergala, qui est le spécialiste français de Kiarostami et d'Hérissé, une exposition qui s'appelait Correspondance. Ils ont entamé une correspondance filmée. Ils se sont envoyés des lettres vidéo. Ils ont des points communs. Kiarostami, donc iranien, c'est l'auteur d'énormément de chefs-d'œuvre. Je pense par exemple au Goût de la Sprise, La vie continue, À travers les oliviers, et un film dont on parlera après l'extrait que je vais vous montrer. Bergala dit que leur art est indissociable à tous deux, de l'enfance dont ils font une origine et un sujet. Et vous allez le voir
Dans l'extrait qui arrive, ils sont tous les deux capables de s'emparer de plusieurs pratiques artistiques qui ne se sont pas cantonnés à une forme de cinéma traditionnel, puisqu'ils font des vidéos d'art, des installations. Et par ailleurs, ils sont nés à 1 semaine d'intervalle. Bon, moi j'aime bien les petits détails comme ça, qui racontent aussi beaucoup sur la génération à laquelle ils appartiennent, même s'ils viennent de pays complètement différents. Je vous résume la correspondance très rapidement. Victor Hérissé est beaucoup plus actif dans l'envoi des lettres que Abbas Kiarostami, par ailleurs beaucoup plus créatif. Kiarostami parfois se contente de filmer une vache en plan séquence avec un gros plan et puis un léger dézoom ou un pare-brise de voiture, quand Kiarostami se met en scène, Victor Hérissé se met en scène en train d'écrire des lettres, etc. Donc là, il se trouve qu'il n'a reçu qu'un plan de vache de la part de Abbas Kiarostami et lui répond, je vous montre un court extrait, ce n'est qu'en espagnol, je vous le traduis en même temps, parce que sinon, je risque de ne pas avoir le temps de tout vous montrer. Ouais, je vous le traduis. Attendez, je réfléchis si j'ai le temps. J'ai le temps. Je vous le traduis après, pour celles et ceux qui comprennent l'espagnol. Voilà, les images sont assez parlantes par ailleurs. Encore une fois, Hérissé filme des enfants qui découvrent un film, peut-être pas pour la première fois. Le film, c'est Où est la maison de mon ami ? Je vous traduis ses propos. Donc, il écrit à Abbas et lui dit « J'ai reçu ces dessins il y a quelques mois. Des enfants de 8 et 9 ans les ont faits, élèves d'une école primaire d'Extrémadure, habitants d'un village nommé Arroyo de la Luz, situé à côté du Portugal, à 20 km de Cáceres et à 300 km de Madrid. Après avoir vu en classe Où est la maison de mon ami ? Ils ont reproduit sur papier, avec des crayons de couleur, des scènes et personnages de ton film. Ces dessins font partie d'un programme de formation qui s'appelle Ouvre les yeux, Abre los ojos. Ça m'a paru tellement intéressant que j'ai décidé d'aller rencontrer les protagonistes de plus près. Pause, on arrive sur la carte, passion des cartes. Arroyo de la Luz a 6600 habitants, passé d'une économie agricole à une économie de services. Fait particulier, notable, la majeure partie des hommes a émigré à Madrid pour travailler comme ouvriers de construction, laissant les enfants s'occuper de leur mère et de leurs grands-parents. Pause, on arrive à l'école. Quand j'ai annoncé ma visite à l'école, l'instituteur et moi nous sommes mis d'accord pour faire une nouvelle projection du film consacrée surtout aux enfants qu'ils ne l'avaient pas vu la fois précédente. Alors pourquoi je vous montre ça ? Déjà parce que c'est trop mignon. Je trouve la découverte de ce film-là, qui est par ailleurs vraiment, en France notamment, un film de dispositif d'éducation à l'image. Et je pense que comme on est exploitant, et je sais qu'il y a notamment la responsable jeune public du Jean-Eustache, voilà, c'est un film qui a fait partie beaucoup des programmes comme École au cinéma, un film par lequel on apprend énormément. Et donc là, la séquence suit ensuite avec une session de questions-réponses assez géniale où les enfants sont intenables. Et après, je vous la montre aussi parce que c'est une manière de vous parler de cette correspondance entre Abbas et Victor, mais c'est aussi, les dessins d'enfants sont très importants parce que le film que vous allez voir tout à l'heure, L'Esprit de la ruche, démarre justement par des dessins d'enfants. Et je vous conseille de les regarder attentivement parce qu'ils sont extrêmement significatifs et qu'on n'y prête pas tout de suite attention, parce que c'est les premières images du film, c'est le générique. Voilà. Et pour moi, ça fait complètement écho, enfin ces dessins-là font complètement écho au dessin qu'il a positionné en ouverture de L'Esprit de la ruche. Avec c'est pour ça que je vous ai laissé un bout du film, ce Z qui est vraiment une image de cinéma quand on pense au film de Kiarostami et à ce film déchirant de ce petit garçon. Et ensuite, le débat d'ailleurs en classe est génial parce que le maître demande aux enfants de se mettre à la place du petit garçon et qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez oublié votre cahier chez votre copain, machin, etc. Et en fait, c'est un film déchirant par ailleurs, Où est la maison de mon ami, parce qu'on est complètement dans la peau de ce jeune homme qui est tiraillé. Et pardon, je me suis perdu en vous parlant du Z de Kiarostami. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vous ai laissé un petit bout de la projection parce que ce qui me paraît, si on fait une petite analyse filmique, enfin très rapide, hein, mais juste quand on rentre dans la salle de classe, avant de filmer l'écran, Hérissé filme le visage des enfants qui regardent. Pour lui, c'est ça l'important, le plus important. C'est la réaction, c'est la magie qui se joue à ce moment-là. Et j'ai beaucoup parlé à sa place, donc ce que je vous propose, alors il n'arrive pas, hein, mais je vous propose de l'écouter en marge de cette exposition dont je vous parlais au Centre Pompidou qui a eu lieu en 2006.
La correspondance, ou 2007, pardon, puisque la correspondance s'étale entre 2005 et 2007. Et par ailleurs, sachez que c'est des vidéos qui sont très compliquées à trouver, donc je suis désolé pour les sous-titres, mais déjà, de pouvoir vous montrer ça, pour moi, c'était très précieux, donc je me suis permis de vous le montrer sans sous-titres. Et donc cette exposition, elle a été organisée par Alain Bergala. Vous allez voir à l'écran, d'ailleurs, il est entre Victor Hérissé et Abbas Kiarostami. Et je voudrais simplement mentionner aussi le nom de Sylvie Prat, qui est l'ancienne directrice du centre Pompidou et qui travaille toujours au Festival de La Rochelle désormais et qui est une proche amie de Victor Hérissé. Je vous reparlerai d'elle tout à l'heure. Donc on regarde, et ce sera le dernier extrait, après peut-être un petit photogramme, mais ce sera le dernier extrait. Il est assez long parce qu'il y a une traduction consécutive. Et voilà, Victor Hérissé raconte beaucoup de choses de ce qu'on s'est dit, et peut-être aussi un petit peu plus, dans ses mots, avec la manière qu'il a de peser chaque expression et la densité qu'il met dans les échanges. Nathalie, on peut envoyer l'extrait numéro 7, du coup, Pompidou. C'est beau, non? Ça donne envie d'essayer de se prêter au jeu d'invocation de Hannah Torrent, de dire soy Victor, et de le voir apparaître là. On a appris qu'il serait à Nantes la semaine prochaine, donc on aurait pu essayer de l'inviter. Et comme c'est un homme très réservé, et qui par ailleurs confie régulièrement ne pas beaucoup aimer parler de ses films, bon, c'est moi qui vous en parle à sa place. Et voilà, j'avais à cœur de quand même vous montrer un petit extrait de lui qui s'exprime et qui revient sur beaucoup de choses. Sur, évidemment, donc, je vous parlais de cette question fondamentale, elle lui a été énormément posée. Sur la manière qu'il a d'appréhender les films qu'il n'a pas faits. Je crois que c'est aussi voilà, quelque chose, une clé de lecture de son œuvre. Et pour vous qui avez vu Fermer les yeux est un film magnifique, extrêmement émouvant, parce qu'il contient à la fois les films que Victor Hérissé n'a pas fait, mais aussi les films que Victor Hérissé a fait. Y a tellement de choses dans ce film qui voilà, font référence à son œuvre, qui s'étale sur 40-50 ans, et sur des projets qui ont avorté. Moi, je pense... peut-être, avant de raconter tout ça, il y a une phrase d'Alain Bergala qui vient d'un autre échange au début des années 2000, juste après la sortie de Alumbramiento, et où Alain Bergala n'est pas invité à une table ronde. Il est dans le public comme vous, mais on offre au public la possibilité de prendre la parole. Et il dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit « Je voudrais rappeler qu'il ne faut en aucun cas se réjouir de la rareté des films et du cinéma de Victor Hérissé. » Et il dit « Victor Hérissé n'est pas quelqu'un qui crie. » Sous-entendu, il ne va pas se révolter. Et il ne faut pas pour autant que nous restions silencieux. Donc ça se passe dans un contexte qui est le début des années 2000, et ils ne savent pas que finalement Hérissé va réussir à faire un nouveau long métrage. Et quel film mais Hérissé est quand même connu pour être quelqu'un de pas évident dans ses rapports qu'il a avec l'industrie, et il le dit là. Il a même été jusqu'à dire que pour lui, à certains moments, l'industrie cinématographique telle qu'elle s'était conçue, dans un lien un peu pernicieux avec le monde de l'audiovisuel, avait un pouvoir de censure plus grand que la censure à laquelle il avait pu être confronté dans sa vie, dans une logique de rentabilité notamment. Et je dis ça parce que vous savez sûrement que Fermer les yeux a été sélectionné au dernier festival de Cannes, et Victor Hérissé ne s'y est pas rendu, alors que c'était un retour éminemment attendu. Et il s'y est pas rendu parce que le film a été positionné dans la sélection Cannes Première, qui est la poubelle, la voie de garage de Thierry Frémaux, pour conserver des films qu'il n'arrive pas à mettre dans des autres festivals. C'est pas une poubelle, hein, c'est une poubelle de luxe, j'entends. Il y a beaucoup de très beaux films qui s'y retrouvent, mais si vous voulez, c'est des films qu'il ne met pas en sélection officielle. Et donc, il a refusé d'informer Victor Hérissé, ou oublié, enfin c'est bizarre de se dire comme ça, que celui-ci ne serait pas sélectionné en compétition officielle.
ce que Victor Hérissé ne trouve pas anormal. Au demeurant, il entendait juste être prévenu et avoir le droit de choisir d'être ou pas présenté à Cannes à cet endroit-là, alors qu'il aurait pu faire l'ouverture de la quinzaine des cinéastes ou être à la Mostra de Venise, qui pour à mon avis, un réalisateur de plus de 80 ans qui l'envisage peut-être comme étant son dernier film, voilà, a une importance particulière. Et donc, il ne crie pas, mais parfois, voilà, il réagit. Il l'a fait à ce moment-là. Et je vous parlais de Sylvie Prat. Elle a réussi à nouer une relation de confiance avec ce cinéaste espagnol. Et grâce à elle, il était présent. Et là, il a accompagné son film pour la seule et unique fois, pour le moment, au Festival de La Rochelle. Voilà, je sais que certains d'entre vous s'y rendent et ils ont eu la chance d'avoir Victor Hérissé. Et je vous le dis aussi parce que la rencontre à l'issue de la projection de Fermer les yeux est disponible en ligne sur leur site si vous voulez la regarder. Victor Hérissé dialogue avec José Luis Guérin, qui est un autre cinéaste espagnol. C'est assez beau et surtout il y a une intervention dans le public. Il se trouve qu'il y a Aurore Clément qui a joué dans Le Sud et qui soudainement décide de quitter la salle, de se rapprocher de la scène et de dire, et là ça va faire écho à ceux qu'on vu, on va fermer les yeux, elle dit à Victor, il y a Dreyer et ensuite il y a toi. Voilà. Et c'est très émouvant, c'est très beau. Et lui dit, mais imagine si on avait réussi à faire la deuxième partie du Sud. Donc on sent qu'il a encore ça dans un coin de sa tête. Donc parmi les projets non réalisés, moi, un film que j'aurais adoré voir et dont il parle un petit peu, il en a même décrit la structure, mais je ne vais pas avoir le temps de vous le raconter, mais il avait l'idée d'un biopic sur Velázquez. Et quand on sait son amour de la peinture, la manière dont, et je vous le dis par rapport à l'Esprit de la Ruche, il fournit des références picturales très précises aux équipes à la lumière pour l'Esprit de la Ruche, voilà, et en tête l'école hollandaise, et notamment Vermeer, ou alors quelqu'un comme Georges de Latour, et je pense que la scène à la bougie de l'extrait que vous avez vu, ces éclairages voilà, qui laissent une grande part à l'obscurité, sont aussi des choses qu'il affectionne particulièrement. Et alors il y a un film qu'il n'a pas fait, et qu'il avait pourtant très bien, sur lequel il avait énormément travaillé plusieurs années, qui portait en lui depuis peut-être plusieurs dizaines d'années. Et c'est un film dont on trouve la trace visuelle dans Fermer les yeux, puisque Fermer les yeux commence par un film dans le film. Et ce que vous voyez, c'est une potentielle transposition visuelle d'un scénario qui s'appelle La promesse de Shanghai, La promesa de Shanghai, qui est une adaptation d'un livre de Juan Marcé, qui s'appelle El Embrujo de Shanghai. Et Hérissé avait un producteur, a travaillé à cette adaptation, et le producteur l'a lâché en disant « Désolé, mais en fait, je veux faire un film à grand spectacle, donc c'est pas toi qui réaliseras le film ». Le scénario a, en Espagne, été publié comme un roman. Il paraît qu'il est très bon, j'ai pas pris le temps de le lire. Et en revanche, le film a été confié à quelqu'un d'autre, en l'occurrence à Fernando Trueba, qui est venu d'ailleurs ici, mais n'a eu aucun succès, ni critique, ni public. Voilà. Et encore un film dont Victor Hérissé a été privé, mais qu'il a réussi à intégrer à travers deux parties, qui sont comme deux bobines d'Enfermer les yeux, et qui viennent ancrer quelque chose. Et par ailleurs, donc le film dans le film s'appelle La mirada del adiós, donc le regard des adieux. Tout est très significatif aussi. Il dit aussi, à propos de Fermer les yeux, que c'est une façon de revenir au sud comme on revient sur le lieu d'un crime. J'adore qu'il dise ça parce que si vous avez vu Fermer les yeux, ça c'est quelque chose, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le raconte simplement, le film se déplace, le réalisateur, qui est le personnage principal du film, recherche un acteur qui a disparu, et ce réalisateur est allé s'installer dans le sud, et loin de tout, de manière quasiment isolée, et il revient à Madrid pour l'enregistrement d'une émission de télé sur cette personne disparue. Et donc, pouvoir tourner toutes les scènes qui se passent dans le sud, et notamment la quête de cet acteur disparu, pour lui, c'est aussi une manière de filmer cette deuxième partie. Et c'est pour ça que Fermer les yeux est si beau, c'est parce qu'on a la sensation qu'il y a mis énormément de choses. Peut-être qu'on peut mettre le photogramme, qui est le photogramme qui ne vous dévoile rien, c'est la fin, c'est un des cartons du générique, qui est aussi la statue sur laquelle commence le film. Cette statue, c'est Janus, c'est un dieu romain, c'est le dieu du commencement et de la fin.
c'est une figure à deux visages, l'une qui regarde vers le passé et l'autre vers le futur. Et la symbolique est immense par rapport à Fermer les yeux sur les tensions du cinéma d'Hérissé. Je vous parlais de la manière dont il joue avec le vrai et le faux, entendez, le réel et la fiction, la manière dont dans Fermer les yeux, vous avez un personnage tout entier qui est un personnage de l'oubli et un personnage qui se souvient énormément, au contraire. Mais on peut y voir aussi une manière de regarder le cinéma d'avant et le cinéma d'après. Alors, je ne suis pas sûr que le cinéma d'après soit la télévision pour Hérissé, mais en tout cas, il n'en fait pas le procès d'en Fermer les yeux. Et ah bon, voilà, l'image est passée. Non, mais c'est pas grave, je pense que tout le monde l'a vu. Ce que je trouve aussi magnifique, c'est que il y a beaucoup de choses d'Hérissé dans chacun de ses films. Il y a une dimension autobiographique voilà, qui est répartie. Je vous en ai parlé à propos du Songe de la lumière, mais je pense que dans Fermer les yeux, on peut trouver la trace de ce cinéaste espagnol dans au moins 3 des personnages. Dans le personnage de Miguel, ce réalisateur qui a arrêté, dans le personnage de Max, son ami extrêmement cinéphile, qui a conservé une forme de mémoire, les bobines, et aussi dans le personnage de Julio, qu'on connaît aussi sous le nom de Gardel, qui est un acteur qui est porté disparu. Et donc il y a une manière de s'identifier, je pense, à chacune de ces 3 figures. Et il y a d'autres clins d'œil autobiographiques dans le film. Je parle d'une scène très précise, mais quand Miguel va chercher un livre dans ce coin au bouquiniste de Madrid, il récupère un livre de devinez qui, Juan Marcé, l'auteur de La promesse de Shanghai. Oui, c'est ça, pardon. La promesse de Shanghai, c'est le nom de l'adaptation. L'auteur des Nuits de Shanghai, c'est ça, c'est le nom de son livre. Et le livre qu'il récupère s'appelle Caligrafía de los Sueños, qui est l'œuvre la plus autobiographique de cet auteur qui est catalan, hein, lui qui est vraiment un auteur de Barcelone. Et à ce moment-là, il retrouve d'ailleurs un livre que lui-même avait écrit. Et du coup, il y a quand même des mises en abîme très régulières qui en font un film très riche, qu'il faut, je pense, revoir pour en saisir aussi toute la portée. Le cinéma d'Hérissé, c'est aussi un cinéma de la disparition, beaucoup. Donc là, Fermer les yeux, c'est clairement un film de disparition, puisque on enquête sur un acteur qui a disparu, a décidé de disparaître. Mais c'est un cinéma de la disparition parce que vous allez voir, dans L'Esprit de la ruche, Anna disparaît. Voilà, je ne dis pas exactement comment. À la fin du Sud, le père disparaît. Dans Le Songe de la lumière, le tableau disparaît. Et dans ce film-là, il y a la disparition de Julio qui est très importante. Et il y a aussi celle de la fille du film dans le film. J'essaye de vous garder avec moi. La disparition d'un côté, mais c'est surtout pour moi, c'est aussi le cinéaste de l'apparition. Et l'apparition, c'est l'apparition d'un esprit qu'on convoque, c'est la réapparition d'un personnage qu'on croyait perdu, oublié, et l'apparition la plus singulière et la plus émouvante, c'est celle évidemment d'Anna Torrent dont je vous parlais au début. Anna Torrent qui vient, voilà, à nouveau prononcer des mots qu'elle a prononcés il y a 50 ans, et il y a une manière assez émouvante de boucler un travail ensemble. Hérissé dit « je voulais convoquer un fantôme ». Ce qui est drôle, c'est qu'il convoque, c'est une formule pour convoquer un fantôme, ou plutôt un esprit, comme elles l'ont précisé au début, mais lui-même convoque le fantôme de son propre film à travers ça. Et puis, retrouver Anna Torrent, et là je vais faire une petite aparté, mais c'est vrai qu'au regard des affaires qui secouent le cinéma français aujourd'hui, sur les relations qu'ont pu avoir des cinéastes hommes avec des très jeunes et très jeunes actrices, quand on voit Anna Torrent revenir, alors ils avaient fait un court-métrage ensemble dans les années 2010 déjà, et rester voilà, extrêmement attachés à ce cinéaste, on comprend aussi qu'ils ont établi une relation de confiance et qu'il n'y a pas eu d'abus, malgré le fait que
évidemment, il a manipulé une jeune fille dans sa perception du réel pour faire d'elle un personnage de cinéma plus grand que tout, mais visiblement, elle ne lui en veut pas, et elle n'est pas du tout marquée par cette expérience-là dans sa vie. Voilà, mais je trouve que c'est important de souligner aussi la capacité de bien travailler ensemble. Et il me reste 3 minutes. Je vais juste vous dire que moi, ce qui me touche le plus dans tout ce que raconte, une des choses qui me touche le plus, c'est quand lui dit « je me considère davantage comme un spectateur que comme un cinéaste ». Et c'est un immense cinéphile, Victor Hérissé, et Fermez les yeux, vous l'avez peut-être constaté, est truffé de références à d'autres films. Alors, il y a évidemment le Shanghai Gesture de von Sternberg. Il y a un flipbook sur l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Il y a des références à Orson Welles. Et il y a une référence magnifique, c'est une référence à Rio Bravo, avec la scène du chant. C'est la chanson de Rio Bravo, que vous avez peut-être entendue, qui est chantée sur le camping, le parking devant sa caravane avec ses voisins. Et cette scène-là, je trouve que c'est assez beau de dire qu'elle a été improvisée. Donc il y a une forme de magie. Et il y a une autre scène qui a été improvisée, c'est la scène de fin, de Fermer les yeux. Tout ça est improvisé. Et pour comprendre pourquoi, à ce moment-là, Victor Hérissé se donne cette liberté d'improvisation, je vous lis une dernière de ses citations qui me permet de vous présenter le film à venir. Et il parle de la rencontre entre Hannah Torrent et Frankenstein sur grand écran. Il dit « C'est probablement l'instant le plus essentiel, le plus important que j'ai capté en tant que réalisateur. Paradoxalement, il a été tourné avec une technique complètement documentaire. C'est le seul plan du film tourné avec la caméra à la main. Je me souviens qu'il a été filmé par Luis Cuadrado, assis par terre face à Hannah, et que je soutenais la caméra dans son dos. Il a capté précisément le moment où Hannah découvre le film, étant donné que la projection était réelle, le moment où elle voyait les images de Frankenstein, sa réaction face à la scène de rencontre entre le monstre et la fillette. C'est donc un instant unique qui ne peut, selon moi, faire l'objet d'une mise en scène. Et je crois que là, on ne peut pas rendre, à travers ce film-là et le film que vous avez vu tout à l'heure, ne pas raconter à quel point la salle de cinéma a une importance capitale. Et pour moi, c'est très émouvant de vous le dire ici. Donc voilà, vous avez beaucoup de chance d'avoir une salle comme celle-ci, que vous pouvez fréquenter tous les jeudis, notamment pour l'Unipop. Vous allez voir le film qui va démarrer dans une demi-heure, démarre par un appel à aller au cinéma, que je trouve magnifique. Et donc toute la clé de l'œuvre d'Hérissé, c'est la capacité à garder, comme un enfant, la possibilité de ne pas séparer le réel de la fiction, de ne pas opposer le vrai de la vie au faux du cinéma. Et ce qui est assez étonnant, et ce sera la dernière phrase que je prononce, mais c'est que dans ce jeu entre le vrai et le faux, Hérissé dit il ne faut pas considérer Fermer les yeux comme étant un film testamentaire. Et en même temps, c'est un peu impossible de ne pas le considérer autrement. Et une manière pour lui d'accepter le regard qu'on va poser sur ce qui peut-être sera son dernier long métrage, c'est de citer L'homme qui tua Liberty Valance et de dire, voilà, peut-être vous le considérerez comme un film testamentaire. De toute façon, quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. Je vous remercie.